Mario, on est super content de vous accueillir avec nous à cette première journée sur l'agriculture automatisée. On le sait, on a pensé à vous, on s'est parlé très très rapidement quand tu m'as appelé tout de suite après qu'on ait lancé nos premières communications, comme quoi qu'on organisait une journée sur l'agriculture automatisée. Tu m'as dit, hey Carl, nous autres chez Inno, on est sur plein de projets. Là, je m'avancerai pas trop parce que vous êtes sur des projets qu'on peut pas parler en ce moment, mais qui sont hyper excitants. Entre autres, Ouais. que vous collaborez avec plusieurs membres en fait du regroupement aussi en ce moment sur un super beau projet que je vais vous tenir en haleine un peu, qu'on va probablement avoir le potentiel de vous parler au début de l'été. En tout cas, bref, en tout cas, on va essayer de négocier avec les personnes en question. Ben, on n'en parlera pas si on ne peut pas en parler, évidemment. Mais on est super content de vous avoir. Tu nous as préparé une belle présentation, Mario, sur l'optique photonique, en fait, dans le domaine de l'agriculture. Puis sans plus tarder, Mario, j'aimerais ça peut-être que tu me partages ton écran pour ta Oui. présentation. Comme ça, on va pouvoir y aller. Puis en même temps, c'est un peu le même principe que tantôt, là, ceux qui étaient dans l'atelier avec Kinova. On va avoir une période de questions à la fin. On va essayer de se garder un petit 10-15 minutes. Mario, je pense que la présentation dure à peu près ça, une quinzaine de minutes. On a un beau petit C'est vidéo ça. aussi. Ça. Fait que je te laisse aller, Mario, ta présentation. Merci, Carl. Merci, RAI, de nous accueillir, Lino. Ça fait plaisir. Écoute, oui, on a des beaux projets. J'ai quelques réalisations que j'aimerais aussi discuter avec vous, présenter aux gens, aux membres. Mais je voudrais aussi dire merci à Jonathan Lucie, tout à l'heure de Kinova, qui a quand même mis la table là, pour nous. C'était pas stagé, là. Il l'a fait de façon très naturelle. Mais oui, Lino peut être un partenaire dans le développement. Puis vous allez voir un peu où est-ce qu'on s'en va. Bon, la première chose à savoir, c'est qui nous sommes. Écoutez, Inno, c'est une entreprise de recherche appliquée à but non lucratif. Notre mission, c'est tout simplement de concrétiser l'innovation pour l'industrie canadienne, au Québec bien sûr aussi, pour que nous soyons plus compétitifs et plus productifs. On a environ 30 ans d'années d'expérience, on emploie 200 personnes. Je vous dirais que notre bureau de Québec est le plus gros. C'est là que sont toutes nos opérations. Et écoutez, on a plus de 6500 solutions développées au pays. Transfert technologique, on en a fait 75, puis il y a plus une trentaine d'entreprises qui sont issues de l'INO, des technologies qui sortent de l'INO, dont LeatherTech, Optel, pour ne mettre que celle-là, mais il y en a plein d'autres aussi. Bon, l'optique photonique. Il y en a certains qui diraient qu'est-ce que ça mange en hiver. Écoutez, c'est tout ce qui est du domaine de la transmission, de la réception, de la lumière, donc des photons. Si on regarde dans des applications un peu plus day-to-day pour nous, là, à la maison, écoutez, ça va être la télécommande de la télé, par exemple, un lecteur CD, c'est de l'optique qu'il y a là-dedans. Si on va à l'épicerie, tout ce qui livre au code à barre là, sur les codes des aliments, c'est de l'optique aussi. Donc, puis si on va un peu plus dans le plus pointu, là, la fibre optique, tout ce qui est des éléments de télécommunication, donc les lasers, aussi dans les chirurgies, etc. Donc, ça fait partie aussi de la fibre optique. Là. Puis à la blague, là, dans ma famille, souvent on dit les petits sapins là, avec petites lumières qui allument. Là, ça aussi, ça en est aussi de la fibre optique, bien sûr, mais un peu plus à bas niveau. Donc, ça situe un peu le domaine d'application de l'INO. Là. On est spécialisé en optique photonique. J'ai oublié de mentionner aussi les caméras. Les caméras, ce sont aussi des outils d'optique photonique. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? À chaque étape de l'agriculture, l'INO peut jouer un rôle. Tantôt, Jonathan Lucie de Kinova parlait de la culture en serre. On est là aussi. Puis, ça peut être dans le cadre de l'agriculture de précision, ça peut être aussi pour de la récolte robotisée en serre, mais aussi en champ. Okay? Donc, ce que tu parlais tantôt, Carl, c'est un projet qui va se dérouler en champ. Là. Donc, les contraintes, je vous dirais, sont un peu plus critiques, on s'entend, là, le printemps au Québec, dans la boue, etc. Il faut que le capteur optique soit capable de résister la pluie, le froid, etc. Donc, c'est des choses. Mais on va aussi parler de l'entreposage puis du conditionnement, donc de l'emballage à la fin. Comment est-ce qu'on peut, nous, l'INO, contribuer dans certains projets avec les entreprises. On a parlé d'exemples. Écoutez, au niveau de l'agriculture de précision, on a des solutions qui vont aider. Entre autres, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est un leader. Vous avez sûrement entendu parler peut-être des leaders dans l'autonomous driving, là, les autos autonomes, donc qui permettent de diriger les voitures. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monitorer
lorsqu'il y a un épandage d'aérosols, ou ça peut être d'aérosols d'engrais, de pesticides ou d'herbicides, on va monitorer où est-ce que ça va, parce qu'il pourrait y avoir un champ, exemple biologique, qui pourrait être à côté. Puis là, on ne veut pas, bien sûr, contaminer un cours d'eau ou même peut-être des résidences qui sont à proximité du champ pour bien contrôler nos épandages. Donc ça, c'est un exemple qu'on a réalisé avec un LIDAR. Mais c'est encore une fois, c'est au niveau de l'agriculture de précision. Puis, on pourrait s'en servir aussi pour mesurer aussi les conditions dans l'air, de la pollution ou etc., de certains contaminants. Un exemple. Un autre exemple sur lequel on a travaillé, c'est, puis tantôt, ça a été mentionné aussi, l'hyperspectral. Pour situer les gens, c'est quoi l'hyperspectral? C'est que c'est un système où on peut exposer les plantes à différentes longueurs d'onde. Puis en fonction ou dépendamment de l'état de la plante, la réponse spectrale va être différente. On dit hyperspectral, mais dans certains cas, on va parler plus de multispectral, donc des longueurs d'onde bien précises qui vont nous donner l'état de la plante. Ça peut être combiné aussi avec une caméra 3D pour regarder aussi ça peut être des maladies, etc. Mais on va être en mesure de voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la plante. Puis bien sûr, le buzzword, c'est l'intelligence artificielle qui va tout venir modéliser et essayer d'avoir des modèles encore plus précis, plus raffinés pour encore mieux diagnostiquer ce qui se passe. L'exemple que je vous présente à l'écran, c'est un prototype où est-ce qu'on mesure le stress hydrique des plantes. Dans ce cas-ci, c'est du basilic. Donc, à partir de là, on est capable de voir si la plante a suffisamment d'eau ou autre. Ça pourrait être aussi pour des maladies, etc. Mais ça peut vous donner un exemple de ce qu'on a fait dans le passé. Bon, quand on parle de récolte automatisée, je vous amène avec les champignons présentement. Encore une fois, avec l'hyperspectral, ça peut nous aider à trouver le degré de maturité puis de la santé aussi, bien sûr, d'un fruit ou d'un légume. Dans ce cas-ci, au niveau du champignon, on utilise l'intelligence artificielle puis une caméra hyperspectrale en combinaison avec une caméra 3D pour déterminer si le champignon est prêt à accueillir. Écoutez, un champignon, l'environnement est très, très humide. Puis, ce n'est pas des conditions de culture qui sont très, très favorables. Pour l'humain, c'est un peu sombre, etc. Fait que dans ce cas-ci, l'hyperspectral va nous aider à aller pointer quel champignon accueillir. On a parlé aussi abondamment de la pénurie de main-d'œuvre. C'est la même chose aussi dans la culture de champignons. Là, il y a énormément de pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, ça va aider. Dans l'environnement des champignons aussi, il y a des spores qui sont très dommageables pour les cultures. Donc, ça peut endommager ou anéantir la culture complète. Donc, on pourrait aussi se servir de la fluorescence pour identifier la présence ou non de ces spores-là. Là, Carl, je pense qu'on a oublié notre question quiz, hein? Oui, exact. On a oublié. Mario, t'es trop intéressant. Tu nous captives, en fait. Mais la question quiz, en fait, on n'a pas maîtrisé. En fait, peut-être qu'on pourrait garder cette question-là tantôt quand on va lancer la période de questions, Mario, parce que là, ce que j'aimerais surtout, je pense qu'on a un vidéo à présenter pour ta prochaine slide. Si tu me permets, je vais partager l'écran parce que je vais pouvoir démarrer le vidéo. On était-tu rendu là, Mario? Je ne voulais pas te devancer. Il reste une slide. OK, parfait. Après ça, je partage ton vidéo. Pas de problème. C'est ça. OK. Donc ici, on l'a vu aussi tantôt avec la présentation de Kinova, les robots d'automatisation dans les serres, dans les champs, c'est de plus en plus présent. Beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Puis, de notre côté, c'est au niveau du capteur, donc les yeux, puis de savoir si le légume est prêt ou non à être cueilli, est-il assez gros, etc. Donc, c'est là-dedans où est-ce que l'INO va amener des connaissances qui vont pouvoir aider. Juste pour mentionner, dans le cadre de projets, Lino, nous, on va entrer dans des projets où est-ce qu'il y a un certain degré de risque. OK? Puis, si c'est des choses qui sont tablettes, qui ne demandent pas de combiner des modalités ou qui n'ont pas de risque, on va référer à d'autres entreprises qui pourraient être beaucoup plus, je dirais, faciles d'approche parce qu'il n'y a pas nécessairement de gros projets d'R&D. Tantôt, la vidéo qu'on va présenter après, pas après, mais dans peu de temps, va un peu vous montrer c'est quoi l'esprit dans lequel on est, Nino, quand est-ce qu'on arrive pour aider les entreprises. Donc, ici, la préambule aux vidéos, c'est au niveau du potentiel de conservation. Ce plan-là, ce sont des épinards, mais là-dedans, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la gestion de l'inventaire, vous le savez tous, il y a peut-être des entrepôts où il y a des légumes qui vont être, ou des champs, où est-ce que les légumes vont venir. Puis là, on veut savoir, OK, quand je vais entreposer mes légumes,
lesquels que je devrais passer en premier, lesquels qui devraient aller plus loin, ou même quand je vais positionner dans mon entrepôt ou la revente, parce que c'est des millions de dollars qui sont perdus des fois au niveau des récoltes ou de la transformation, parce que les épiceries ou autres vont retourner les légumes parce qu'ils ne sont pas au niveau où ils sont trop maganés. Donc, ils vont les retourner. Dans ce cas-ci, Carl, si tu veux faire jouer la vidéo, on va parler un peu de hyperspectral. Si ça, c'est la station hyperspectrale qu'on a à Lino, quand je dis hyperspectral, c'est écoutez, dans ce cas-ci, moi, je dis souvent l'analogie, c'est qu'on tue une mouche avec un canon. Parce que cette station-là va nous aider à sélectionner les bonnes longueurs d'onde pour l'analyse qu'on en fait. Donc ici, comme je vous montre tout à l'heure, c'est des épinards. Puis là, on est en train d'évaluer à différentes journées après la cueillette comment l'épinard vieillit. Ça fait un modèle, OK? On est capable de voir après ça, quand on va cueillir l'épinard, à quel état il est, puis combien de temps il va se conserver. Donc, cette station-là, elle est mobile, elle peut aller près du champ, puis évaluer les légumes qui vont être cueillis pour après ça, faire un modèle, pour arriver avec dire, écoutez, quand on va passer, là, je vous montre un épinard, mais pensez bien que ça pourrait être des carottes, des patates. Là, on va passer ça devant un système hyperspectral et ça va nous permettre de dire, hey, ce lot de carottes-là ou ce lot d'épinards-là, lui, il va durer 12 jours, l'autre, il va durer 24 jours. Donc, au niveau de la gestion des inventaires, ça va aider au niveau de l'exploitation pour bien gérer nos inventaires, mais aussi avoir des méthodes de prédiction. L'hyperspectral pourrait aussi aider à faire du tri là, sur des gros systèmes de trieuses, là, entre autres. Donc, c'est un exemple, c'est une technologie qu'on a à Lino, qu'on maîtrise, puis qu'on peut appliquer, puis amener sur le terrain ou encore même évaluer les échantillons chez nous. Quelque chose d'autre, on parle maintenant d'entreposage toujours et de conditionnement. Monitorer la chaîne de froid, ça, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est une imprimante, okay, qui imprime des circuits optiques dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est un capteur de température et d'humidité. Donc, ça, ici, vous avez ici tous les pixels qui vont aller mesurer la température absolue et relative et l'humidité aussi. Donc, on pourrait penser à un système comme ça dans une serre, exemple, pour monitorer à différents niveaux la température, la luminosité, etc. Ça pourrait être aussi dans des emballages, okay, au niveau du contrôle de la chaîne de froid. L'objectif de ces capteurs-là, c'est d'être à très bas coût. Et aussi, ce qu'on travaille à Lino présentement, c'est de trouver des encres qui sont plus vertes, donc encore plus environmental friendly pour l'utilisation dans différents aspects. La dernière technologie, et non la moindre, on parle du terahertz, et le terahertz pourrait être utile pour faire détecter à travers des emballages, donc du carton, du plastique. L'exemple qu'on vous donne ici, c'est des pièces de métal qui sont dans une valise de plastique, donc on les voit très, très bien. Contrairement à du rayon X, c'est pas ionisant, donc c'est pas dommageable pour l'être humain. Les systèmes de sécurité qui vont entourer tout ça vont être beaucoup moindres, okay, donc ça va permettre aux gens d'être à proximité puis de travailler. Donc ça, c'est des technologies émergentes qu'on travaille, donc le système d'imagerie terahertz. À côté, simplement pour vous montrer qu'on est capable de voir aussi à travers le carton et le plastique, parce qu'on voit ici qu'il manque une pastille dans le paquet. Donc, ça pourrait être tout simplement soit des détections de métal ou de contaminants, ou encore est-ce que vraiment les produits sont présents dans le paquet. C'est des exemples comme ça qu'on a amenés pour montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté d'entreposage et du conditionnement. La démarche Lino. Écoutez, on l'a mentionné tout à l'heure, s'il y a un niveau de risque, on embarque, mais aussi, c'est possible que vous ne soyez pas des spécialistes en caméra ou en système optique. À ce moment-là, on peut commencer avec vous avec l'analyse des besoins, donc générer un cahier des charges qui va vous appartenir. Okay? Puis par la suite, exemple, mettons que ce serait pour une caméra 2D ou 3D, avec le cahier des charges, vous avez vos spécifications et là, vous pouvez vous tourner vers les manufacturiers de caméras pour sélectionner ce que vous avez de besoin. Nous, on va être agnostique par rapport au manufacturier lui-même, donc ça va vous permettre d'avoir une sélection peut-être plus grande. Ensuite, on arrive au concept des solutions. Là, on va regarder, OK, voici ce que vous voulez faire, voici les solutions possibles avec les risques, puis on va travailler avec vous pour ramener un concept de solution. Bien sûr, par la suite, on va arriver avec la preuve de concept.
Donc, vous avez vu tout à l'heure, au niveau du stress hydrique, là, c'est certain que ce n'est pas une production à grande échelle. Comme vous avez vu, il y a plein de fils qui pendaient. Ben, on va vous amener là aussi. On va travailler avec vous. Puis, on va arriver avec un concept, une preuve de concept. On peut travailler aussi avec vous aussi au niveau du prototypage, la validation, donc des éléments beaucoup plus complets au niveau du système. Puis quelque chose qui est vraiment spécial à l'INO aussi, qui est assez unique pour un centre de recherche, c'est qu'on va aussi vous accompagner si vous voulez qu'on aille jusqu'à la production. Okay? Donc, à la production ou la mise en échelle. Exemple, on va regarder avec vous au niveau des systèmes d'approvisionnement, avec vous juste exemple, s'il y a une pièce qui est un fournisseur unique, ça nous met à risque. Je pense que la COVID a été un bel exemple de ce qui peut arriver quand on a des pièces qui proviennent de d'autres pays. Les frontières sont fermées, c'est un peu plus difficile. Beaucoup de pénuries aujourd'hui de produits encore qu'on vit. Donc, ça, on peut vous aider là-dessus aussi. Et la beauté aussi, juste pour mentionner qu'on peut arriver à n'importe quelle étape de votre projet. On n'est pas obligé d'être là et d'être le maître d'œuvre. On peut travailler en collaboration avec beaucoup d'autres centres. Entre autres, on a beaucoup de collaborations avec des intégrateurs, des gens qui sont spécialisés en automatisation, en intelligence artificielle aussi. Donc, l'INO, ce n'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin. On a des projets à l'interne où est-ce qu'on veut faire avancer la technologie au Canada puis rendre ça disponible pour les industries, mais aussi on a des projets, comme je disais tantôt, qu'on travaille en collaboration avec beaucoup d'autres. Donc, l'INO, pour nous, là, notre objectif, c'est d'être un partenaire avec les intégrateurs, avec les équipementiers, pour offrir des solutions qui sont beaucoup plus innovantes et qui vont nous permettre, encore une fois, comme je disais, d'être plus compétitifs et plus productifs. Hey, merci beaucoup Mario. C'est une super présentation en fait. Puis comme tu disais si bien aujourd'hui, la présentation d'Inno, c'était vraiment pour autant les agriculteurs là, en serre ou en champ que de nos membres aussi qui cherchent un collaborateur potentiel qu'Inno pourrait venir jouer. En fait, un peu faire une règle de grammaire. Vous êtes un peu le complétement d'objet direct de nos membres en fait. Donc, on invite nos membres à poser les questions. Je pense qu'on est à la période des questions en ce moment. Puis les agriculteurs également, comme tantôt, là, levez-nous votre main. On va vous afficher tantôt, Martin, on les avait d'afficher en haut. Là, j'ai comme plus personne. Peut-être comme le même pattern, là, allumez votre caméra, votre micro. Présentez-vous de quelle entreprise vous êtes. Hein? C'est tout le temps le fun de savoir qui vous êtes. Après ça, posez-nous votre question. Fait qu'on vous attend. On va vous provoquer un petit brin. Là. On aimerait ça jaser avec vous autres. En fait, sentez-vous bien libre. Là. C'est un peu comme une salle de classe. Là. On est à peu près une quarantaine. Là. Je pense que, comme on disait tantôt, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions. Fait qu'hésitez pas. C'est juste pour discuter avec nous autres. Montrer peut-être qu'il y a des potentiels collaborateurs en ce moment que tu as ici. On pourrait peut-être en viser une coupe. Hein, Mario, on en connaît une coupe dans la liste de noms. S'il y a des collaborateurs actuellement qui sont là, qui veulent peut-être venir témoigner ou des partenaires ou on est preneur, là, on est juste là pour venir discuter. On veut lancer les discussions par rapport à ce que Inno fait. Mais tu sais, en général, gars, je vais lancer la grande question, moi, Mario, en attendant que les questions rentrent. Là. Quand on va chez Inno, finalement, là, vous nous prenez vraiment, tu as fini un peu là-dessus, mais vous prenez vraiment en charge, en fait, finalement. Là, on peut arriver avec une idée un peu sur le classique, là, un coin de napkin. Là, on a une idée en tête, vous prenez le temps de nous écouter, vous nous décortiquez ça. Comment ça fonctionne, Mario, mettons, là, concrètement? Là? Mettons, je suis un agriculteur, là, j'arrive, je veux dire, je veux tel projet, j'avais pensé de faire telle affaire. C'est quoi qui va se passer à partir de ce moment-là? Écoute, on va avoir une façon de travailler pour bien comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le besoin que vous avez, mais c'est surtout la problématique. Des fois, les gens viennent nous voir et ils disent, ben, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est correct, mais c'est quoi la problématique que tu essaies de régler? Okay? Fait que des fois, ce que je veux faire versus la problématique, c'est peut-être des horizons différents. Tantôt, j'ai parlé d'hyperspectral, de terahertz. Il y a d'autres technologies, mais ça se peut que, je ne sais pas, vous avez vu notre présentation, puis là, hey, l'hyperspectral, c'est ce que ça nous prend. OK? Mais dans les faits, quand on va regarder votre besoin, ce que vous voulez faire, bien là, on va faire, non, c'est peut-être pas l'hyperspectral, c'est peut-être plus une caméra 3D que tu as besoin avec un bon système d'intelligence artificielle qui va arriver à tes fins. Puis en bout de ligne, ça va être beaucoup moins dispendieux que de l'hyperspectral. C'est des exemples que je donne, mais on va vraiment commencer par le début pour comprendre le besoin par rapport au problème que le client va nous exposer. Puis encore une fois, Carl, ça ne se fait pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui peuvent être
le projet que tu parlais tantôt, on a quelqu'un en automatisation au début de la Ouais. colline du champ. Il y a des gens en automatisation avec nous. Nous, on s'occupe du capteur de vision, mais c'est pas un one-man show, là. On travaille en collaboration, puis en étroite collaboration là, avec lui. Donc, c'est vraiment des projets de recherche, en fait, comme tu dis, Mario. Tu sais, en bout de ligne, si on a Claude Beaulieu, justement, juste allumer peut-être, Claude, ton micro, parce que ta caméra est bel et bien là, on te voit, mon Claude. Ah, je pense que là, on est en mesure de t'entendre, Claude, justement, de te présenter, puis après ça, ta question pour Mario. Oui, salut Mario. Moi, c'est Bonjour, Claude Claude. de Sycodal. Je connais déjà Inno. Je suis très intéressé par vos travaux. Nous, on intègre des robots corporatifs, des robots industriels, on fait de la vision, de l'intelligence artificielle, on fait aussi beaucoup d'automatisation générale, on fait des machines sur mesure pour les clients. Souvent, c'est toutes des machines différentes. C'est très rare qu'on va répéter une machine 2 fois. Ça serait le fun, mais c'est pas ça arrive pas. Ouais. Quelle technologie vous avez disqualifiée par rapport à l'agriculture présentement? C'est ça qui est beau dans la recherche, c'est qu'on trouve des choses qui ne marchent pas. À date, c'est quoi les facteurs que tu dis comment ça serait instinctif de dire comme je vais prendre la caméra 3D, une analyse de couleurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché à date? Dans quel chemin il ne faut pas s'enligner? Où tout marche? Je ne dirais pas que tout marche, mais si, exemple, tu prends la culture en serre, où est-ce que tu as quand même un peu plus de contrôle sur l'environnement, c'est un peu plus simple, OK? Mais si on arrive dans les champs, où est-ce que, je ne sais pas moi, une journée qui pleut, où tu as besoin de plus d'éclairage, bien, il y a des apports qu'il va falloir que tu aies de l'externe que tu n'auras pas nécessairement, mettons, quand tu es en serre. Puis, tantôt, je me rappelle qui, mais 24/7, jour et nuit, ben, moi, je pense que c'est une façon, ça, de combler le fait qu'aujourd'hui, peut-être la technologie ne permettra pas de récolter aussi rapidement que si c'était de la main-d'œuvre manuelle. Mais ça va permettre que là, tu embarques dans des systèmes d'éclairage, tu as beaucoup d'impondérables parce que si tu es dehors, ben, on s'entend que l'environnement. Je n'ai pas vraiment encore vu de technologie qu'on a complètement écartée pour le moment. Mais écoute, peut-être que toi, Claude, vous avez déjà trouvé des choses que non, ça ne fonctionnera pas. Là. Présentement, c'est surtout au niveau financier, un peu comme Kinova le mentionnait, là, Jonathan. Là, des solutions, là, je te dirais, à 300 000 et plus qui marcheraient demain, il y en a. C'est vraiment au niveau retour sur l'investissement que ça ne marche pas. Puis, souvent, on est obligé de passer par des partenaires comme Comino ou avec le gouvernement, le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour développer ces solutions-là puis les rendre abordables. Puis là, on n'est pas toujours là. Fait qu'on se rend compte qu'on a tous les morceaux de robot entre les mains. On est capable de le faire marcher. Sauf qu'avant, ton robot qui coûte 300-500 000 à faire, il remplace un humain à 15 $ de l'heure. Bien là, t'es comme, on n'y arrivera pas. Mais tu sais, il y a des facteurs aujourd'hui qu'on n'avait pas, il y a 2 ans, là, comme malheureusement, la COVID, là, à l'aide dans ce sens-là, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Donc, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas dans le temps, mais que là, ça favorise. Il y a beaucoup plus aussi de programmes pour aider justement les entrepreneurs là, à développer des produits dans ce domaine-là au niveau AI, etc. Fait que ça aide. Ça amortit un peu plus je te dirais, le fardeau financier là, de développer quelque chose parce que tantôt, j'ai parlé du terahertz. Terahertz, là, c'est une technologie qui est utilisée dans le militaire, dans la sécurité. Aujourd'hui, si tu me demandes, je n'ai même pas de prix, bien sûr, là, mais si tu me demandes comment ça coûte intégrer un système d'imagerie terahertz, c'est beaucoup de chiffres après le zéro, là, après le premier digit, si tu veux. Mais éventuellement, ça va se démocratiser, puis il va y avoir de plus en plus d'acceptation. Et le rôle d'Inno est là en passant. Là, nous, on va développer des technologies à l'interne qui, après ça, vont être transférables. Tantôt, je l'ai nommé, on a 75 transferts technologiques de fait sur 6500 projets. C'est ça le but de l'Inno. Là. On est là pour justement prendre des besoins, développer des solutions qui vont être applicables après. Là. Donc, j'espère que ça aide un peu dans ta réponse. Oui, merci.
Plaisir. Est-ce qu'il y a un autre brave volontaire qui aimerait allumer sa caméra et son micro? En fait, comme on disait, on ne veut pas se répéter, mais il n'y a pas de mauvaise question. Justement, la question à Claude était un peu à contre-courant. Justement, on n'a eu pas ça, ces genres de questions-là, ou qu'est-ce qui ne pourrait pas marcher. Puis évidemment, il y a toujours des défis quand on est en train de développer des projets, des nouvelles technologies dans des marchés émergents. Au niveau de l'automatisation, on s'entend, là, c'est pas quelque chose qui est très, très, très implanté. Il y a des systèmes un petit peu plus, pas faciles que d'autres, mais un petit peu plus éprouvés, comme la palettisation. Si ça se fait dans d'autres domaines au niveau de la fabrication industrielle, oui, il y a des défis d'adaptation. Quand on palettise, exemple, des sacs de pommes de terre, bon, c'est pas des formes qui sont plats. Bon, tu sais, il y a certains enjeux, mais c'est sûr que quand il y a d'autres technologies au niveau de l'automatisation, où ce qu'on essaie d'automatiser plus que ce qui se faisait manuellement par des êtres humains, c'est là que le niveau de complexité augmente, Mario, si je ne me trompe pas. Oui, mais tu sais, Claude a amené un bon point tantôt, l'aspect financier, juste pour mentionner aussi que l'INO peut faire partie d'un montage financier avec les différents organismes. On n'est pas exclu, puis le travail qu'on va faire est éligible pour les subventions gouvernementales. Je pense entre autres au programme que dans les RSRI, c'est CRITEM, CRIBIC, etc. Mais juste de nommer, voyons, il m'en manque quelques-uns, mais bref, on peut aussi participer, puis on va aider aussi à monter le financement pour les entreprises. On ne laisse pas l'entreprise, vas-y, les exemples. Puis, il y a encore une fois, Actec, entre autres, donne des bons services. Ouais. Aide aussi beaucoup. Même Louis-Antoine de la MAPAC ce matin en parlait. Il y a des programmes qui s'en viennent. On s'entend que le gouvernement a annoncé justement le grand projet d'autonomie alimentaire du Québec. Donc, on s'entend qu'on est dans les premiers balbutiements de ce grand projet-là. Puis ça passe invariablement par l'automatisation puis la mise en place de nouvelles technologies. On a reçu Luc Labbé, justement, qui sont en train de faire leur chèvre qui mange de l'herbe dans les champs. Je veux dire, tu sais, il y a plein de belles technologies comme ça qui sont en train d'être mises en place. Évidemment, c'est tout le temps une question de volume. C'est comme dans les procédés industriels, quand on a du low volume, high mix, low volume, c'est un peu le même principe. C'est quand on développe des technologies, ça prend du volume aussi, une certaine quantité de clients. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que j'aimerais que tu me reviennes aussi, peut-être aborder, Mario, le fameux IP, là, la propriété intellectuelle. Là, oui. Quand une entreprise fait appel à vos services, ça dépend des collaborateurs encore là, mais je pense que leur effort n'est pas vain non plus. Ils arrivent avec une idée, bien, la propriété intellectuelle leur appartient aussi par la suite, je crois. Est-ce que je me trompe, Mario? Il y a différentes façons d'y arriver, là, mais exemple, mettons, tantôt, on a parlé de l'hyperspectral. Écoute, si on a une propriété intellectuelle d'amont, nous, on a développé une certaine expertise, mais si on arrive dans un domaine où est-ce que, le domaine d'application, bien, après ça, le client, je ne sais pas moi, mettons qu'on arrive dans la cueillette de champignons que je parlais tantôt. Okay? Ben, si on développe quelque chose pour le client, pour la cueillette spécifique pour la cueillette de champignons avec l'hyperspectral, ben, dans les négociations qu'on va faire avec le client, la propriété intellectuelle pourrait les appartenir. Tout se passe dans la négociation, mais l'imagerie terahertz, pardon, je ne devrais pas dire terahertz, mais l'imagerie terahertz, c'est la même chose. Dans un domaine d'application, quand on travaille avec le client, ben oui, là, il y a des négociations qui s'opèrent, puis la propriété intellectuelle peut les appartenir. Donc oui, c'est pas une chasse gardée. Là où est-ce que ça devient très, très complexe pour l'INO, c'est quand ça sort du Canada. Là, c'est très complexe pour nous, là, parce que, bon, comme vous le savez, là, on veut garder cette innovation, ces domaines d'innovation-là ici au Canada, au Québec. Ah, effectivement. C'est peut-être le temps. En fait, il nous reste peut-être un petit 5-6 minutes avant qu'on prenne une pause avant la session de jumelage rapide, en fait, nos fameux speed matching qui vont se passer, en fait, de 11h à midi. Évidemment, s'il y en a qui veulent poursuivre un petit peu plus tard en fin de journée, on a une autre session qui va commencer de 15h30 à 17h30. Mais s'il y en a qui veulent, parmi ceux d'entre vous qui veulent ouvrir leur caméra, leur micro, on serait prêt à prendre une dernière question. Sinon, Mario, si jamais il n'y en a pas qui se manifestent, je te demanderais peut-être de nous faire un petit mot de la fin, en fait, comme toi seul en as le secret dans tes beaux petits mots de la fin. Mais c'est ça. Je te remercie beaucoup, Mario, de ta belle intervention. Puis je te laisse le mot de la fin, Mario.
Ben, écoutez, simplement pour vous dire que, Carl, les gens vont avoir mes coordonnées. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques et projets que vous avez en tête. Puis, ben, écoutez, au plaisir de collaborer. C'est bon? Ben, merci Mario, puis j'invite ceux qui ont le goût de discuter avec Mario, pinez-le dans vos contacts, puis Mario, ça va lui faire plaisir. Puis il y a toutes ces informations, en fait, s'ils veulent te rejoindre, Mario, dans ta fiche, dans la section réseautage, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore totalement exploré cette section-là, une section réseautage, il faut aller choisir une personne qui voulait rencontrer, discuter avec. Même chose pour les fournisseurs, il faut rencontrer des agriculteurs qui fit avec des produits que vous êtes en train de mettre en place pour leur proposer, leur discuter avec eux, ben, c'est le temps. Fait que, ben, on vous remercie tout le monde de cette belle atelier. Ceux qui sont arrivés un petit peu sur le tard, comme on dit, en cours de route, où ce que l'atelier de Mario était déjà commencé, je tiens à préciser que nous, on a enregistré cette session-là, donc on va la remettre en rediffusion. On vous enverra les liens de la page, en fait, où le vidéo sera rediffusé. Fait que vous aurez le loisir, en fait, de réécouter le début, en fait, l'intégrale de l'atelier de Mario. Puis, ben, c'est ça. Fait que, écoute, Mario, je te remercie infiniment.